Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire concernant le COBRAS. On avait eu un grand nombre d'inscrits, on voit que petit à petit les gens rejoignent. Donc on va commencer d'ici quelques minutes. Peut-être avant de commencer, je vais indiquer que voilà, les micros de tout le monde par défaut ont été coupés afin de ne pas être interrompus pendant la présentation. Si vous avez des questions pendant celle-ci, il y a un Q&A qui se trouve normalement en haut de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation via ce Q&A. Mon collègue à côté de moi, Benoît, essaiera de répondre au fil de l'eau ou au moins collectera les différentes questions. Et si on a encore un peu de temps à la fin de l'exercice, on essaiera de voir les différents types de questions qui étaient posées et on essaiera d'y apporter certaines réponses. Voilà, on va encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Je vois que les gens se connectent. Voilà, je pense qu'on a une trentaine de participants. Je vais commencer à présenter. Voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va commencer à présenter et tous les micros ont été coupés. Mais si vous avez des questions, il y a un Q&A et mon collègue Benoît essaiera de rassembler vos réponses. Je vais partager mon écran. J'espère que tout le monde voit convenablement. Donc, l'objectif était de voir l'impact que le nouveau COBRAS pourra avoir sur les objectifs de rénovation et la norme PEB au sein de la région bruxelloise. Donc, la présentation se fera dans un premier temps. Je présenterai rapidement EasyPrime et nos différents services. Et puis un rappel rapide et succinct de la situation bruxelloise, en quoi elle est spécifique par rapport aux autres régions et quel est le cadre réglementaire qui était déjà préexistant. La mise à jour du COBRAS avec une synthèse des principales conséquences suite à cette nouvelle ordonnance qui a été approuvée en mars de cette année. Il y aura ensuite un rapide point sur l'importance du DIU pour les architectes et points d'attention afin d'avoir le meilleur certificat PEB auquel le maître d'ouvrage a droit, parce qu'on constate encore trop souvent quand on vient faire un certificat PEB après travaux qu'il y a parfois des incompréhensions entre le certificateur, le maître d'ouvrage et l'architecte par rapport à ce qu'il peut et ce qu'il a droit d'encoder. Et enfin, on présentera un cas concret d'une rénovation PEB avec ce nouveau cadre d'obligation de rénovation sur la base d'un immeuble à appartement représentatif de la région bruxelloise. Donc, tout d'abord, EasyPrime. EasyPrime, on est présent, on essaie d'accompagner en fait le maître d'ouvrage sur l'ensemble du cycle d'une rénovation. On intervient en amont avec un audit PEB. L'objectif de l'audit PEB, c'est de prendre un bâtiment dans son ensemble et de définir une stratégie de rénovation énergétique cohérente en prenant en compte qu'est-ce qui a un maximum d'impact, mais qui soit aussi faisable techniquement, en prenant en compte aussi les règles de mitoyenneté, par exemple, et le budget. Pour certaines copropriétés qui ont besoin de crédit, on est aussi un facilitateur à ce niveau-là, puisque nous travaillons avec différents courtiers et plateformes de crowdlending où on peut faire des propositions de financement dédiées pour les copropriétés. Avec des sociétés de rénovation partenaires, on peut aussi proposer des solutions sur l'isolation de l'enveloppe
ou sur les techniques. Enfin, également, on est un acteur de la gestion des primes à la rénovation. Une fois que les travaux sont réalisés, nous pouvons faire la demande de prime pour le compte du maître d'ouvrage et les travaux également faits, nous pouvons faire les certificats PEB après travaux. Après cette rapide introduction, j'ai présenté le contexte et les enjeux qui est sans doute pour la plupart d'entre vous déjà familier, mais c'est toujours important de rappeler certaines choses. Tout d'abord, la norme PEB est une compétence régionale en Belgique. Comme on le voit ici sur le slide, les échelles PEB sont différentes, mais aussi les certificateurs, les outils, le modèle de certificat. Et donc, les différentes régions ne sont pas comparables par rapport à la norme PEB. Également, on va le voir après, comme les normes et les situations sont différentes au sein des régions, chaque région a défini des objectifs différents et une méthodologie pour y parvenir différente, avec des calendriers bien spécifiques. Bruxelles. Bruxelles, pourquoi est-ce qu'il est vraiment spécifique par rapport aux autres régions? C'est qu'il y a eu un cadre européen de réduction des émissions de CO2 avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et à Bruxelles, la principale source d'émissions de gaz à effet de serre est le bâtiment. Et dans le bâtiment, la majorité, 60%, le résidentiel. Ce qui explique pourquoi le résidentiel à Bruxelles est vraiment un des axes majeurs de réduction du CO2 et pourquoi est-ce que Bruxelles est venue avec des mesures assez spécifiques et différentes des autres régions. On a un besoin de faire quasiment la moitié du chemin d'ici 2030 en termes de réduction de CO2, donc là aussi le bâtiment est vraiment un levier pour y parvenir, puisqu'une réduction importante des CO2 peut le faire aujourd'hui avec les technologies existantes sur le bâtiment existant. Après 2030, les 53% restants seront vraisemblablement plus complexes à obtenir. Au niveau du PEB, la trajectoire est d'atteindre un objectif de C+ à 2050 pour l'ensemble des bâtiments. Et on verra à quel point c'est complexe plus loin dans la présentation. Le bâtiment à Bruxelles est assez spécifique là encore, puisque contrairement au reste du pays, on a une majorité de locataires, et ce qui crée une divergence d'intérêts. Le propriétaire du bien n'étant pas bénéficiaire des réductions de consommation, il a un intérêt moins important à rénover. D'où la décision de la région de mettre en place certaines contraintes afin d'inciter ses propriétaires bailleurs à rénover. On a aussi un bâti qui est essentiellement en copropriété, donc des bâtiments avec plusieurs lots. Et on a aussi comme spécificité des ménages bruxellois qui sont précaires et donc pour lequel le coût de la rénovation sera vraisemblablement très difficile à supporter. Ici, on voit toujours dans le contexte bruxellois le score PEB avec d'un côté les appartements et au centre les maisons. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les passoires énergétiques sont au global représentent 40% du parc bruxellois. On sait aussi que plus ou moins la moitié du parc n'a encore pour l'instant jamais été certifié. Donc en d'autres termes, les enjeux sont immenses pour le résidentiel, puisque d'ici 2050, on devra faire un rétrofit complet de la ville afin que 80% du parc qui est aujourd'hui non conforme le devienne d'ici 2050. C'est dans ce contexte que le Parlement bruxellois a approuvé l'ordonnance qui vient elle-même modifier le COBRAS. Et c'est ce qu'on va essayer de présenter maintenant. Alors, peut-être en introduction, avant de commencer dans cette partie, cette ordonnance a défini des grands axes, mais les décrets d'application n'ont pas encore été approuvés. Et donc, on est encore assez high level, donc je m'en excuse
si jamais des éléments manquent de précision, c'est qu'on est encore en attente des décrets d'application. Peut-être l'élément le plus important et qui, lui, pour le coup, est clairement défini au sein de cette ordonnance, c'est un système d'obligation de rénovation du bâtiment existant, avec un calendrier qui a été défini. Donc, aujourd'hui, j'avais expliqué, 50% du parc à Bruxelles n'avait pas de certificat PEB. La raison pour laquelle un grand nombre de biens n'ont pas de certificat PEB, c'est que le certificat PEB était obligatoire uniquement en cas de transaction, achat, mise en location. Mais ce document va devenir le document cœur de la stratégie de rénovation, raison pour laquelle tout propriétaire devra se munir au plus tard pour le 1er janvier 2031 d'un nouveau certificat PEB. Et c'est ce certificat PEB qui permettra de démontrer dans les années qui vont suivre si jamais on est en conformité par rapport aux attentes. Le premier rendez-vous sera 2033. En 2033, le focus se porte sur les passoires énergétiques. Les passoires énergétiques sont les PEB labellisés G ou F, qui ont donc une consommation théorique inférieure à 275, qui correspond au score PEB dans l'échelle. Donc, je l'avais dit auparavant, au moins 40% des biens à Bruxelles seront concernés par cette interdiction. Et donc, il sera assez important d'anticiper cette mesure puisque des amendes seront réclamées aux propriétaires de ces biens. Je passerai un peu plus de temps sur les amendes juste après. Alors, la date de 2045 n'a pas encore été tout à fait fixée, mais elle devrait être normalement autour de cette année-là. C'est là où l'objectif PEB à atteindre sera encore renforcé, puisque là, il faudra arriver à un minimum de C-, les PEB E et D seront interdits. Et donc, là, on était sur une proportion encore plus importante, plus ou moins 75% du parc bruxellois. Alors, par contre, là, on a un peu plus de temps et on espère que d'ici 2045, on aura peut-être aussi d'autres innovations technologiques qui nous permettront d'y parvenir. En 2050, c'est là où on devra atteindre l'objectif de C+. C+, est un objectif qui est ambitieux et qui sera particulièrement complexe, comme on pourra le voir en 5e partie, avec un exemple d'immeuble à rénover. Des exigences avec des dates, mais il y aura aussi des dérogations qui pourraient être accordées pour différents motifs. Dans l'ordonnance, on n'a pas encore une liste très précise des différentes dérogations, mais il y a des cadres et des exemples qui ont déjà été annoncés. Des motifs techniques. Parfois, quand on fait un certificat PEB, on a une feuille de route, et puis cette feuille de route ne nous permet pas d'arriver à C+. Donc là, on sera typiquement dans une situation où, si on a fait épuisé toutes les recommandations, on ne pourra pas nous reprocher d'être allé au-delà. Ça peut être aussi des problématiques de faisabilité ou économique, si jamais la copropriété a eu un refus pour un crédit pour faire les travaux, elle pourra aussi demander une exemption. C'était un autre exemple qui a été demandé. Attention cependant, la demande de dérogation devra être introduite 1 an avant l'échéance. Donc là aussi, dans le calendrier, il faut retenir qu'il faudra introduire cette demande de dérogation en 2032. La procédure de dérogation, donc, quels seront les documents à fournir? Est-ce que ça se fera via Irisbox ou un autre canal? Quelle sera l'administration en charge ou le service? Quels seront les critères? Voilà, là encore, on est malheureusement encore un peu court aujourd'hui, puisque ces éléments-là n'ont pas encore été transposés dans la loi, et donc les formulaires de demande et les autres éléments ne sont pas encore existants. Un autre cas de dérogation, et dérogation qui pourrait être imposée ce coup-ci, c'est si jamais on est dans un bien classé ou inscrit à la liste de sauvegarde.
Là, bien entendu, on ne viendra pas demander à recouvrir le palais de justice avec du crépi sur isolant. Il y aura aussi un peu de pragmatisme à ce niveau-là. On a beaucoup parlé des amendes et donc je vais un peu expliquer comment elles se calculeront. Donc les premières amendes seront exigées en 2033. On l'avait dit pour les biens qui étaient des passoires énergétiques G ou F. Il y a trois facteurs qui sont utilisés pour le calcul des amendes. C'est tout d'abord le mètre carré. Donc plus le bien sera grand, plus le montant de l'amende sera important. Le score PEB du certificat. Donc plus le certificat sera mauvais, plus le score PEB étant grand, plus l'amende sera grande. Et ce sont en fait ces trois premiers scores qui sont multipliés ensuite par un ratio de 2,5. Et ce ratio-là donne le montant de l'amende. Alors, dans le calcul du score PEB, on doit prendre le score initial, imaginons 400, auquel on vient déduire l'objectif, qui est E- 275, et c'est ceci qui donne le score de 125 points, qui est le maximum. Et donc, c'est ce score-là multiplié par le mètre carré et le ratio de 2,5 qui vont donner le montant de l'amende. Dans l'exemple que j'avais donné ici, on voyait un appartement en classe G de 100 mètres carrés. Et bien, ça donne une amende assez significative de 31 000 €. Il y aura, comme on l'avait dit, la possibilité de faire valoir des circonstances atténuantes. Et Bruxelles Environnement pourra donc appliquer des facteurs de réduction par rapport à cette amende. Le contrevenant à l'amende pourra demander d'étaler le paiement si jamais en 2033, le montant de l'amende, comme on le voit ici à droite, s'avérerait très important, le propriétaire pourrait décider de vouloir étaler ce paiement. L'objectif de ces amendes est aussi d'alimenter le budget des primes Rénolution afin de aussi, quand on fait des travaux, pour justement éviter les futures amendes, avoir les fonds nécessaires pour continuer à payer des primes aux propriétaires. Un autre exemple ici d'amende et de score PEB, on avait fait l'exercice dans un immeuble à appartement où on avait plus de 14 lots. Ici, il y avait des grandes surfaces de déperdition, des châssis qui étaient peu performants et puis surtout une chaufferie qui était atmosphérique et pas aux normes. Et donc, on peut voir un montant de l'amende qui était très significatif pour cette copropriété. Cependant, dans l'exercice qu'on avait fait de l'audit, on avait pu démontrer qu'avec un investissement inférieur au montant de l'amende, on pouvait éviter 100% de celle-ci. Donc là, aujourd'hui, les amendes seront exigées en 2033. Donc il est temps pour les propriétaires d'anticiper et de comprendre où est-ce qu'ils se situent par rapport à ce score PEB, visualiser quelles pourraient être les amendes et donc commencer à se doter des fonds pour faire les travaux afin d'éviter idéalement 100% de celle-ci. Et donc, au-delà de juste éviter l'amende, on viendra améliorer le score PEB, améliorer le confort de l'immeuble et aussi améliorer la valeur de l'immeuble puisqu'on le voit de plus en plus, et cela dans les trois régions, entre un mauvais PEB et un bon PEB, dans la valeur du bien, on retrouve en fait le coût de la rénovation énergétique de celui-ci. Au niveau des calculs des amendes, il y a aussi été défini par la région la possibilité de subdiviser le paiement de cette amende en 2 temps. Donc on voit ici un processus qui est peut-être un peu complexe, mais donc je vais expliquer, c'est en fin de compte assez simple. Si jamais le propriétaire qui est en infraction, donc il y a une passoire énergétique, décide de payer les amendes, mais souhaite de façon assez urgente réaliser les travaux qui lui étaient exigés, qu'il n'avait pas eu le temps de réaliser en 2033, et qu'il pense pouvoir le faire dans les 2 ans, il pourra demander de payer en 2 temps. Une première partie, qui sera vraisemblablement inférieure à 50% du montant de l'amende, sera exigée en 2033,
Il aura ensuite le temps de faire la totalité, on l'espère, des travaux. Et si la totalité des travaux ont été réalisés et qu'il n'est donc plus une passoire énergétique, le solde de l'amende pourrait être annulé. Si jamais seulement une partie des travaux ont été faits, ben le montant de l'amende résiduelle serait réduit. Mais si par contre, dans les 2 ans, il n'aurait pas fait aucun travaux, alors là, le reste de l'amende serait exigé. Dans l'ordonnance, il y a aussi un grand impact pour les copropriétés. On a vu que c'était la majorité du patrimoine bruxellois qui était concerné. Aujourd'hui, au sein d'une copropriété, il y avait différents certificateurs PEB qui venaient, avec parfois un accès différent à l'information, aussi à une application du protocole différente, et ceci pouvait donner des scores PEB parfois différents au sein même d'un immeuble. Et donc, l'objectif de l'ordonnance est de se dire, il est intéressant que chaque copropriété nomme un expert PEB pour ce bâtiment. Cet expert PEB pour la copropriété aura diverses missions qu'on peut synthétiser en 2 points. D'abord, comme j'avais dit, harmoniser les scores PEB au sein d'un même immeuble. S'il fait un certificat du premier étage et puis que 6 mois plus tard, il fait du 2e étage et qu'on est sur des appartements assez similaires, on devrait s'attendre à avoir plus ou moins le même score. Ça sera lui aussi qui sera dépositaire des informations de la copropriété puisqu'il aura fait des premiers certificats. Il aura une bonne connaissance grâce aux preuves qu'il aura collectées de la situation du bien. Et puis, il aura aussi une mission de conseil. Mission de conseil, notamment via un rapport de synthèse que la région est en train de développer et qui devra être fourni à la copropriété pour comprendre justement où est-ce qu'ils en sont dans la situation et qu'est-ce qui doit être fait sur les parois communes afin d'améliorer le PEB de l'ensemble des propriétaires de l'immeuble. La certification PEB de la copropriété, on sera un peu différent. On n'aura pas un certificat immeuble, donc il n'y aura pas un score de l'immeuble, ni comme on le voit par exemple en Wallonie, un certificat de la chaufferie. On aura en fait, j'avais dit, un rapport de synthèse avec des recommandations de travaux et des certificats individuels de chacun des appartements de l'immeuble. Et ce sont en fait tous ces certificats individuels qui donneront une visibilité de la situation de l'immeuble. Il suffira que un des appartements au sein de l'immeuble soit une passoire énergétique. L'exemple que je donne souvent, une petite copropriété, on a 3 façades, on a 3 appartements. Le dernier appartement sous toiture a une toiture importante non isolée. Celui-ci a un PEBG, les autres avaient des PEBE. Eh ben, cet immeuble aura un problème avec un appartement et donc on aura des amendes pour l'appartement du dernier étage. Mais ces amendes seront dans la plupart des cas solidaires entre copropriétaires. Donc ça, c'est aussi une des nouveautés. Je reprends mon exemple de 3 appartements. Nous-mêmes, en tant que certificateurs ou en tant que conseillers sur les primes, on voyait beaucoup de discussions au sein des copropriétés de à qui était la charge du paiement des travaux d'isolation de la toiture, étant donné que uniquement le propriétaire du dernier étage en serait le principal bénéficiaire. Eh bien, avec l'introduction de cette notion de solidarité entre copropriétaires, puisque l'amende du dernier étage, étant donné que c'est lié à une partie commune, la toiture, devra être payée par nos 3 copropriétaires. Nos 3 copropriétaires ont donc un intérêt commun à financer les travaux d'isolation de cette toiture. Et donc ça, c'est vraiment une nouveauté que la région a introduite en espérant faciliter la prise de décision en assemblée générale pour que les copropriétaires décident de voter les travaux nécessaires à l'amélioration du PEB de l'ensemble des lots d'une même copropriété.
Alors, au niveau de la copropriété, j'avais parlé de l'expert PEB. L'expert PEB, qui est-ce? Et aussi, surtout, pourquoi faire? Donc ça, c'est une nouveauté. Un métier plus les initiales PEB, on le retrouve dans beaucoup de professions différentes. Là, sur le graphique, on montre les différents conseillers, certificateurs résidentiels, tertiaires, bâtiments publics qui ont aujourd'hui un agrément valide. On a aussi les conseillers chauffage PEB. Donc, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont un acronyme PEB, mais qui ont différentes missions. Alors, les certificateurs, ce sont ceux qui émettent les certificats. On a des certificats différents si jamais on est sur un bâtiment résidentiel, si jamais on est dans un bâtiment tertiaire et si jamais on est dans un bâtiment public. Et donc, les personnes qui pouvaient émettre ces certificats avaient besoin de connaître un protocole différent, avoir un agrément différent. Et donc, c'est pour ça que ce ne sont pas forcément les mêmes personnes. Le conseiller PEB est la personne qui donnait des conseils et qui donne lors d'un permis de rénovation, et c'est lui qui donnait les critères de la PEB travaux à respecter dans le cadre du permis. L'objectif de l'ordonnance est de fusionner tous ces profils dans un nouvel expert qui sera donc l'expert PEB. Ceci afin de pouvoir lui donner différentes missions, des missions à la fois du centre de conseil dans la réalisation des travaux, mais aussi dans la certification de ces différents biens. C'était aussi un moyen d'uniformiser l'ensemble des outils, des protocoles et des cadres réglementaires, puisque parfois on tombait sur des incohérences. Nous qui sommes certificateurs PEB, on voyait parfois quand on donnait des préconisations en disant si jamais vous isolez cette façade, vous allez avoir le U de la paroi qui sera conforme 2050. Mais c'est vrai que nous, on utilise par exemple l'outil Certibru qui a une approche simplifiée et donc qui donne un calcul simplifié, alors que le conseiller PEB, lui, va prendre en compte dans son calcul tous les éléments de la paroi, du plâtre jusqu'à la finition sur isolant. Et donc, lui pouvait tomber sur un autre score et donc trouver que ce qui était conseillé était insuffisant, ou parfois l'inverse. Un autre exemple, c'est que par exemple dans la certification PEB résidentielle, il y avait aussi des simplifications sur la ventilation. Quand on a un Velux en toiture qui donne dans une pièce, un certificateur va considérer qu'il y a une ventilation de cette pièce qui est suffisante, alors qu'en fait, le conseiller PEB va lui faire un calcul des débits et pourrait considérer que cet ouvrant de Velux est insuffisant. Donc, c'est au-delà de la fusion des différents métiers, en dessous d'un nouveau chapeau, il y a une volonté de vouloir uniformiser le cadre et peut-être mettre fin à ces petites frictions entre les différents protocoles et les différents métiers, les différents experts et les différentes procédures. On va maintenant voir les différentes exigences pour les nouvelles constructions, mais aussi les mesures de sortie d'énergie carbonée. Donc, on voit qu'il y a un nouveau calendrier qui a été défini avec l'objectif, là aussi, de réduire l'utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments neufs, dans un premier temps. Et puis après, on va le voir dans les rénovations et enfin même dans les installations existantes, même s'il n'y a pas de permis. Donc en 2025, une double interdiction, une interdiction dans un premier temps de toutes les nouvelles installations au mazout. Donc on ne pourra plus remplacer une chaudière au mazout par une chaudière au mazout. Et puis à la même date, 2025, pour les unités neuves,
une interdiction du gaz. Donc on sera obligé de mettre des nouvelles solutions du type pompe à chaleur ou autre. En 2030, dans le cas d'un permis toujours, mais cette fois-ci en rénovation lourde, on aura une interdiction du gaz. Donc petit à petit, dans le cas des permis, le gaz sera de plus en plus proscrit. Et les exigences pour les unités neuves, on devra atteindre un label zéro émission, donc ce qui correspond à une consommation énergétique quasi nulle, avec une couverture de cette énergie par du renouvelable, soit sur site, donc avec du photovoltaïque par exemple, ou sinon avec un raccordement à un réseau de chaleur ou à une communauté d'énergie. On va aussi imposer l'utilisation, toujours pour ces unités neuves, de l'outil Totem. L'outil Totem est un outil de calcul du cycle de vie de l'unité PEB afin de ne pas prendre en compte uniquement les émissions théoriques comme le fait le PEB, mais vraiment l'impact de la construction, l'usage et d'un potentiel démolition ou recyclage du bâti. En 2035, ce sera la fin du mazout à Bruxelles. Donc là, on l'avait vu qu'à partir de 2025, on ne pouvait pas remplacer, mais en 2035, on va demander aux installations existantes d'être débranchées et remplacées par autre chose. Et dernièrement, on a une directive européenne qui vient de demander aux États membres, donc là c'est quelque chose qui n'est pas encore prévu par l'ordonnance qui a été votée, mais de prévoir une sortie du gaz, donc l'utilisation des chaudières à condensation au gaz pour 2040. Donc là on verra aussi un basculement de plus en plus important de tout le bâti bruxellois, aujourd'hui d'une source de chauffage qui est essentiellement carbonée à une source de chauffage décarbonée. J'en ai fini sur les principales, c'était un peu une synthèse des évolutions du COBRAS. On pourra partager peut-être après cette présentation des liens vers l'ordonnance et puis différents documents qui ont été réalisés par Bruxelles Environnement qui rentrent peut-être plus en détail. Ici, on avait voulu essayer d'être un peu synthétique, ce qui nous semblait le plus impactant pour l'audience d'aujourd'hui. On avait un point rapide sur certificat PEB DIU. La raison pour laquelle on voulait présenter ceci, c'est que on voyait souvent, comme j'avais dit en introduction, que quand on nous demande de venir faire un certificat PEB après un permis et une rénovation énergétique, de temps en temps, le maître d'ouvrage peut s'avérer être déçu du premier certificat test qu'il lui a envoyé. Et aussi, parfois, on a du mal à collecter des pièces qui, pour nous, certificateurs, peuvent être considérées comme une preuve acceptable. Et donc, c'était ici qu'on pouvait expliquer. Peut-être juste avant de présenter ce slide, parfois le maître d'ouvrage est déçu. Ça, c'est souvent parce que il n'y a pas eu de simulation qui a été commandée avant travaux. Donc avant travaux, il y a beaucoup de rénovations de bon sens qui sont prévues. On va isoler la toiture, la façade, mais peut-être qu'il y a certains aspects qui ont été ignorés au moment du choix du maître d'ouvrage et en fait qui ont été ignorés puisqu'il ne connaissait pas les conséquences de si jamais il n'isolait pas sa façade parce qu'il aimait le côté esthétique des briques par exemple, de l'impact du score PEB qu'il aurait sans le faire. Donc là, il y a aussi peut-être un besoin de demander une simulation avant travaux ou un audit PEB. Mais aussi, donc ça c'était un petit peu en introduction, mais aussi ce qu'on constate souvent, c'est quand nous on intervient, la problématique est essentiellement documentaire. C'est-à-dire que là, c'est un exemple d'une infofiche qui a été faite par Bruxelles Environnement qui est assez bonne, qui explique que parfois, entre un certificateur PEB qui va avoir des documents et un qui n'aura pas de documents, ben, on va avoir un PEBF ou un PEBC-. Donc,
ça peut sembler très étrange au propriétaire parce que le propriétaire a bien réalisé les travaux. Il a connaissance du fait que sa toiture a été isolée, qu'il a changé ses châssis et que la façade arrière, mais il n'a fourni aucune preuve d'une isolation en toiture. Quand le certificateur vient sous le gyproc, il ne peut pas constater sans démolir le gyproc ou faire un carottage qu'il y a un isolant. Et le certificateur, quand il visite un bien, n'est jamais mandaté, il ne peut pas faire de tests du type carottage. Il peut constater que la façade arrière a bien été isolée, mais aucune facture ne lui a été donnée. Et puis, avec un constat visuel, il peut voir qu'on est sur du double vitrage à haut rendement, mais il n'a pas eu la documentation technique pouvant encoder les valeurs réelles. Donc là, c'est vraiment un point d'attention. Il faut savoir qu'entre un constat visuel et une preuve avec la référence de l'isolant, son type, qui nous permet, nous, certificateurs, d'aller retrouver la fiche technique et donc d'encoder les valeurs réelles, mais ça peut avoir une incidence puisque quand on n'a pas la possibilité d'encoder la référence exacte, le logiciel utilise toujours un calcul simplifié. C'est un calcul simplifié qui est très pénalisant. Il arrive parfois que quand on va dire qu'on a une isolation, mais épaisseur inconnue et marqué modèle et donc air isolant inconnu, on n'obtiendra que 20% du potentiel de l'isolation sur le score PEB. Donc d'où l'intérêt d'avoir un DIU bien donné. Quels sont les différents types de preuves? On va avoir des photos à prendre lors du chantier. Ces photos, ça peut parfois l'air un peu dérisoire, mais pour le certificateur, c'est assez important puisque ça permet de vérifier qu'il y a une concordance entre les différentes informations, le devis, le rapport PEB, les factures. On va voir est-ce que c'est bien le bon isolant, la bonne épaisseur, la bonne marque et modèle. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir, là aussi, encoder la meilleure chose. Dans les factures, les bordereaux de châssis ou les devis, ce qu'on constate aussi parfois, c'est que, surtout sur les bordereaux de châssis, par exemple, qui sont des bordereaux qui sont fournis par l'atelier et pas par l'entrepreneur général, il manque l'adresse du chantier. Donc là, on a un bordereau de châssis avec des performances, mais comme nulle part il y a les coordonnées du client ni l'adresse, on est dans l'impossibilité de pouvoir encoder les valeurs UG ou W de ce bordereau. Ou sinon des factures et des devis dans lesquels on n'a pas les marques et les modèles des isolants, une toiture isolée ou même un métré d'architecte dans lequel il y aurait une isolation et qui est juste écrit laine minérale 18 cm. Et donc là encore, comme on n'a pas la marque et le modèle, même si a posteriori l'entrepreneur nous fournit une fiche technique, comme dans la preuve acceptable, le métré, la facture, il n'a pas été explicité que c'était un recrou FlexiPlus en 18 cm. Nous, certificateurs, on n'a pas la possibilité de pouvoir encoder la performance de cet isolant. Et donc, le propriétaire viendra avec une performance qui sera forcément moins bonne. Voilà. Au niveau des chaudières aussi, parfois, ce qu'on constate souvent, c'est qu'il manque la réception PEB qui doit être faite par un chauffagiste PEB agréé. Et donc là aussi, ça va être un message d'alerte qui va apparaître systématiquement sur le certificat PEB, comme quoi la réception PEB n'a pas été faite. Or, la réception PEB, au-delà juste d'éviter d'avoir ce message d'alerte, a aussi un sens. C'est que le chauffagiste va s'assurer que tous les tuyaux dans les locaux non chauffés ont bien été isolés, que les accessoires ont été isolés, qu'il y a bien un thermostat programmable qui a été contacté à la chaudière. Or, souvent, ces petits éléments-là, ou la boucle d'eau chaude isolée, qui ne sont pas toujours connus par les chauffagistes qui font une installation, vont avoir un impact important sur le PEB demain. Et donc, le fait de s'assurer qu'après installation d'une nouvelle chaudière gaz, qu'elle est aux normes PEB,
aura l'intérêt aura un impact aussi positif sur le certificat PEB qui viendra après cette réception. L'importance aussi de contrôle pendant le chantier, ce qu'on voit parfois souvent, c'est entre la déclaration de ce que nous dit l'entrepreneur au téléphone au moment où on va faire un dossier de prime, ce qui était au devis ou ce qui se retrouve dans le rapport PEB. Parfois, on voit des différences, en particulier au moment où il y avait beaucoup de rupture de matériaux. Parfois, les entrepreneurs ont mis en œuvre des choses qui étaient différentes à ce qui était prévu. Et donc là, il y a vraiment un besoin de cohérence entre ces différents documents, puisque dans le protocole PEB, il y a une hiérarchie entre ces documents. Et parfois, la hiérarchie va faire qu'on va encoder peut-être ce qui n'a pas réellement été mis en œuvre. Et dans ce cas-là, peut-être pas forcément ce qui était le meilleur pour le maître d'ouvrage. Voilà, là je montre quelques photos. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une photo où on voit la surface, où on peut reconnaître la façade, la toiture. On peut reconnaître aussi les performances de l'isolant et l'épaisseur. Encore une fois, dans une logique de cohérence entre les différents documents. Là, j'en ai fini un peu avec les exemples sur l'importance du DIU. Je réitère un petit peu ce qu'on obtient souvent dans un DIU, ce sont des fiches techniques, mais les fiches techniques, on n'a souvent pas la possibilité de pouvoir encoder la valeur réelle, hein. Par exemple, on va mettre une coupole sur une toiture plate. Cette coupole, elle a peut-être une fiche technique avec un UW qui se retrouve dedans, mais dans le métier de l'architecte, il y a juste écrit justement pose d'une nouvelle coupole en toiture plate. Et bien, comme on n'a pas la référence de cette coupole, nous, on ne pourra encoder que la valeur qui sera faite sur un contrôle visuel. Donc là, on pourra voir cette coupole et dire que, par exemple, elle est en PVC triple vitrage, mais ça sera systématiquement bien moins bon, comme on l'avait dit, que cette même coupole sur la base d'une fiche technique. Donc ici, on vous présente un bâtiment qu'on a audité dernièrement. Bâtiment qui était intéressant puisqu'il était composé de 5 lots et qu'il est aussi représentatif un petit peu bien que non inscrit à l'inventaire, du bâtiment, on va dire, patrimonial tel qu'on le trouve à Bruxelles et dans lequel on ne peut pas faire n'importe quoi parce que le PEB nous imposerait de faire un certain nombre de travaux. Et donc, on commence systématiquement pour voir quel est le score PEB de chacune des unités. Donc là, on voit bien que on est dans une copropriété qui va être complexe puisqu'on a une majorité, 4 sur 5, qui sont des passoires énergétiques. On en profite également pour calculer le montant de l'amende, parce que ça va venir objectiver un petit peu le cadre dans lequel on se situe et pourquoi est-ce qu'il faudrait rénover de façon assez urgente et pourquoi est-ce qu'on doit anticiper 2033. Pour faire cet exercice, on se base systématiquement sur un relevé qu'on fait dans les différents lots. Ceci afin d'avoir le score PEB qui correspond au logiciel actuel pour ne pas avoir une mauvaise surprise, hein. Parfois, on a des certificats PEB qui avaient plus de 10 ans ou qui ont presque 10 ans et qui donc ont un meilleur score qu'aujourd'hui puisqu'entre-temps, le protocole a changé, le logiciel a changé. Et donc là, ça permet vraiment d'être plus proche de la réalité. Ici, toujours un peu une photo, juste pour montrer un peu, voilà, quelques 3D qu'on fait les spécificités des différentes toitures. Et on voit aussi que ici, ce qui sera le plus en plus complexe, c'est que on a beaucoup de mitoyenneté avec justement une obligation de permis, une obligation d'accord du voisinage, et donc la mise en œuvre
ne sera pas évidente. Ici, on vous montre toujours un extrait de cet audit. L'objectif, c'était d'arriver au moins à C ou C+, pour tendre vers l'objectif de 2050. Et en fait, on va phaser les travaux qui, pour nous semblent le plus faisables techniquement et en prenant en compte justement la situation spécifique du bien. Je vous montrerai juste après un extrait de la feuille de route qui est proposée dans le certificat PEB. Donc, on ne suit pas la feuille de route du certificat PEB parce que la feuille de route ne va pas prendre en compte ces facteurs tels que la faisabilité d'une isolation en mitoyenneté, le besoin de permis, la notion de budget, le besoin de faisabilité technique. On retrouve très souvent en recommandation 1, 2 ou 3 de mettre du double flux. Alors le double flux, dans tous les biens bruxellois, c'est quelque chose qui est assez complexe techniquement, hein, avec l'obligation de devoir tirer des gaines dans les différentes pièces. Donc nous, on essaye d'avoir une stratégie de rénovation un peu plus spécifique à chaque bien pour pouvoir faire un phasage qui nous semble cohérent. Et donc là, de façon assez simple, on travaille d'abord sur la chaufferie. On faisait les plafonds de cave parce que là, on avait une hauteur sous plafond qui le permettait. On devait isoler la façade arrière qui, elle, était privative. Hein, donc là, on ne devait pas demander l'accord. Et puis, on faisait les toitures par l'extérieur. Et puis, on allait mettre de l'énergie renouvelable avec une installation suffisamment importante, branchée sur le commun afin de le répartir de façon homogène sur l'ensemble des unités. Et en faisant ces 5 postes, on arrive à 2033. Donc pour ces 5 postes, c'est quand même 5 postes. Donc là, le besoin quand même d'anticiper. Hein, je vais juste montrer très rapidement la feuille de route de l'appartement qui était en rez-de-chaussée, qui avait le plus de mitoyenneté. Là, on voit bien la différence. Il fallait commencer par isoler toutes les façades, donc demander le permis, l'accord des voisins, démolir la dalle contre terre pour isoler le plancher. Il fallait remplacer la chaufferie, donc là on voit qu'il y avait bien un point commun avec une de nos recommandations. Et puis là, en recommandation 4, on voyait un double flux que nous, on a proposé préféré ne pas faire à court terme, puisqu'on pensait qu'il y avait un meilleur moyen de parvenir à l'objectif. Ici, c'est un peu une synthèse de tableau. Je ne vais pas rentrer dedans, puisqu'il est quand même un peu indigeste à lire sous ce format. On a une version un peu plus simplifiée aujourd'hui, mais ça permet juste de montrer que on regarde chacune des unités sur l'ensemble des parois communes et aussi sur les parties plus privatives comme châssis ou autres. Et on va voir qu'avec un certain nombre de travaux, on arrive à l'objectif 2033. Cependant, si je prends mon premier étage, on voit que là, lui, avec un seul poste, on passait de F à E+. Donc, cette unité-là ne sera plus en infraction grâce à un seul poste. Et donc, avec cette analyse-là, après discussion, on peut aussi prévoir un autre séquencement si jamais le conseil de la copropriété a une autre décision. Et on peut aussi identifier les différents postes qui pourraient avoir un impact. Et quel est l'impact de chaque poste. Dans le cadre de notre analyse, on avait aussi vu une estimation du budget, du montant des primes sur chacun des travaux, ce qui nous donne une notion de reste à charge avec la notion de diminution sur les consommations, ce qui permet de voir quelles sont les économies par an. Et puis après, on voit quel est le délai de retour sur investissement sur chacun des postes. On voit qu'il y en a certains qui sont dans un temps plus long que d'autres. Alors attention, comme on ne connaît pas l'évolution du prix de l'énergie, on se base toujours sur les prix de l'énergie aujourd'hui. Mais c'est vrai que si on pouvait appliquer une tendance inflationniste, le retour sur investissement serait bien entendu plus court. Là, on montre un peu des schémas où on voit justement les réductions d'ici 2033. Donc, on voit quand même qu'il y a plus ou moins 50% des consommations qui pourraient être faites d'ici là. Et puis après, forcément, d'ici 2050, comme ce sont les postes les plus complexes, ce seront aussi ceux qui auront le moins d'impact.
hein, toujours dans cette logique de phasage de ce qui est plus cohérent en premier. J'ai fini de présenter notre exemple. Je pense que peut-être je vais finir juste sur une conclusion. Je pense que notre conclusion, elle repose essentiellement sur 5 points. C'est qu'il y a vraiment des gros enjeux, la rénovation énergétique. Je pense qu'il faut anticiper d'abord les réglementations parce qu'on voit que tout d'abord la réglementation est complexe, que les conséquences de cette réglementation sur la mise en œuvre sera également importante, hein. Il faudra phaser les travaux, comprendre quels travaux faire, se doter des moyens pour faire ces travaux, trouver les acteurs pour les réaliser, obtenir les permis si nécessaire, et puis certifier les biens pour démontrer qu'on a réalisé les travaux qui permettent d'atteindre les différentes échéances. Et donc, cette itération devra être faite plusieurs fois puisqu'il y aura différents phasages dans ces travaux. Donc, ça, c'était vraiment le premier enjeu. On voit aussi que de plus en plus, à travers l'Europe, à chaque fois qu'il y a eu des décisions du type de l'ordonnance d'aujourd'hui, il y a eu un décrochage de plus en plus important entre les différentes classes d'actifs, hein, entre les bons PEB d'un côté et les moins bons de l'autre. Forcément, si jamais on a des obligations de rénovation, c'est logique que les coûts de cette rénovation se retrouvent de façon mécanique dans la valeur de ce bien. On voit aussi qu'il y a une tendance, hein, sur le temps long d'augmentation du coût de l'énergie, hein, même si depuis 2022, c'est un peu baissé. Toutes les prédictions au niveau européen est que le coût de l'énergie va augmenter de plus en plus. Et on n'est pas à l'abri de nouveaux pics gaziers ou autres comme on a connu il y a 2 ans. Et donc, isoler, rénover énergétiquement est un moyen de se prémunir de ces futures inflations. On le voit aussi dans le cas des propriétaires bailleurs que de plus en plus les locataires se tournent ou veulent se tourner vers des bons PEB afin de mieux maîtriser leurs charges. Et donc, les appartements avec un meilleur PEB sont plus attractifs avec un vide locatif qui est plus court. Et aussi, il ne faut pas oublier prendre un peu de hauteur. Et pourquoi est-ce qu'on impose tout ce cadre de rénovation et pourquoi on fait ces rénovations? C'est qu'il y a un objectif primordial de transition énergétique. Et comme on l'avait dit en introduction, à Bruxelles, plus ou moins 60% des émissions de gaz à effet de serre viennent du bâtiment. Et donc à Bruxelles, si on veut réduire les émissions de CO2, c'est en rénovant le bâtiment qu'on doit y parvenir. Voilà. J'ai fini notre présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et utile. Je vais peut-être arrêter de présenter et voir avec mon collègue Benoît s'il y a eu beaucoup de questions auxquelles vous souhaitez des réponses et auxquelles on n'a peut-être pas eu le temps de répondre. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. Oui, donc il y a eu deux questions. Si encore d'autres questions, c'est le moment de les mettre dans le chat ou le Q&A. Pour confirmer, donc nous enverrons tous les slides et les recordings de ce webinaire par email. Une des premières questions, c'était par rapport à l'épreuve pour les isolants utilisés dans la rénovation. Qu'est-ce qu'on fait au moment qu'on va utiliser des matériaux de réemploi où il n'y a pas de fiche technique? Est-ce que ça sera accepté ou pas? Alors, je vais répondre à ce point-là. Aujourd'hui, on reste sur le cadre de ce que nous impose le protocole à ce sujet-là. Je me souviens que ça avait été déjà soulevé au dernier rassemblement des conseillers certificateurs PEB auprès de Bruxelles Environnement. Aujourd'hui, malheureusement, les matériaux de réemploi vont être encodés de façon défavorable par rapport à du matériel neuf, puisqu'on ne pourra encoder
que le type de matériau, donc si jamais on réutilise par exemple de la laine minérale, ben, le type de laine minérale et l'épaisseur de celle-ci. Donc ça reste encore une limite par rapport au réemploi, limite qu'on retrouve aussi hein, dans l'aspect prime. Aujourd'hui, il n'y a pas de bonus pour le réemploi et en plus, dans le cadre des primes, on est obligé d'encoder des valeurs réelles de celles-ci et donc souvent, on doit fournir la fiche technique. Donc là, c'est aussi un point de frottement par rapport à l'utilisation de ce type de matériaux. Il y a beaucoup de questions dans le flux maintenant. On s'adresse donc une présidentielle, si pas circulaire d'application, il n'y a pas d'application. Alors, l'ordonnance a bien été publiée en mars. Ce qui manque, c'est en effet plusieurs décrets d'application. Il y a un calendrier de passage pour que ces décrets soient votés. Se posera forcément la question de est-ce que le prochain gouvernement viendra amender ou pas ces décrets. Donc il y a encore une certaine incertitude par rapport à ceci. Oui, je vois une autre question par rapport à la disponibilité des entreprises et des matériaux. Ben, la disponibilité des entreprises et des matériaux, on l'a déjà vu hein, avec la crise énergétique en 2022. Il y a eu beaucoup de projets de rénovation qui sont lancés avec ces multiples problématiques de chaîne d'approvisionnement, disponibilité des entreprises, vraisemblablement aussi de disponibilité des architectes. Si à chaque fois on doit soumettre des permis, disponibilité de l'administration. Donc là-dessus, les enjeux sont multiples. Et parce que les enjeux sont multiples et complexes, nous sommes du point de vue que ceux qui se mettront en route dans cette stratégie de rénovation auront les plus grandes difficultés à la mettre en œuvre, d'où le besoin d'anticiper qui était un des éléments de notre conclusion. Alors au niveau je crois que j'ai vu une réception PEB pour les packs. Je suis pas, enfin nous ne sommes pas chauffagistes PEB. À ma connaissance, la réception PEB s'applique pour les chaudières gaz et je crois que pour les pompes à chaleur, on est plutôt sur le cadre RECERT, mais là on sort un peu de notre cadre de connaissances. Donc là, je vous invite plutôt à solliciter un chauffagiste PEB à ce sujet-là. Alors, le sondage est bien entendu un moyen de prouver qu'il y a un type d'isolant et l'existence d'un isolant. Donc, c'est justement un des points où quand on nous demande de faire un certificat PEB, on aime bien, avant la visite, avoir une discussion avec le propriétaire, puisque l'idéal est que le sondage ait déjà été fait, ou au moins le trou réalisé pour quand le certificateur PEB passe, ceci afin qu'il puisse constater la présence d'isolant. C'est également le cas dans le cadre d'un audit PEB, quand on va venir définir une stratégie de rénovation. Si jamais on essaie de modéliser euh, une stratégie de rénovation, il vaut mieux connaître la situation réelle du bâtiment et non pas ce qui peut bêtement être encodé sur la base du manque de preuves. Oui. Alors,
Oui, l'interdiction prochaine des chaudières au gaz à Bruxelles concerne uniquement les nouvelles constructions, rénovations lourdes, pas les rénovations. Donc là, en effet, sur les chaudières, on remontrera peut-être le, le calendrier. Le calendrier, c'est d'abord une interdiction dans le cadre de permis pour les unités neuves. Ensuite, dans le cadre d'une rénovation lourde. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore d'obligation de remplacement des chaudières en rénovation simple ou existante, sans même permis. Mais comme on l'avait expliqué dans la présentation, on a une directive européenne qui vient d'être publiée dans laquelle on demande aux États membres de prévoir la sortie du gaz d'ici 2040. Hein, donc, ce qui voudrait dire qu'en 2040, on devrait débrancher les chaudières gaz. Mais alors là, comme c'est tout nouveau, ben, aucun État membre n'a encore défini des objectifs. Et donc, forcément, au niveau bruxellois, on n'a pas encore de type de calendrier à ce sujet. Alors, s'il faut prévoir un rétro-planning, comment savoir si les choses sont suffisamment en place, listing d'experts PEB déjà existantes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore d'experts PEB puisque on est en attente du décret qui va créer justement ce nouveau protocole, ce nouveau cadre, ce nouveau métier. Et les différents conseillers et certificateurs PEB devront repasser un nouveau concours pour être experts. Aujourd'hui, nous, on a anticipé un petit peu ce décret d'application, ce nouveau métier, et on propose ce type de service. Je crois qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent aussi déjà faire des simulations du type certificateur PEB et conseiller PEB. Et ça, la liste existe sur le site de Bruxelles Environnement dans lequel vous avez les différents acteurs à Bruxelles. Je crois qu'il y avait encore d'autres questions. Ce que je propose, c'est peut-être on enverra un lien vers la vidéo d'aujourd'hui dans le cadre, parce qu'on a dépassé l'heure de présentation qui était prévue. On essaiera de répondre par écrit dans l'email de synthèse aux différentes questions et ça permettra aux différents participants de, de répondre aux questions. Ça vous permettra aussi d'avoir nos coordonnées si jamais vous n'aviez si jamais vous n'aviez pas les bonnes réponses à vos questions ou si jamais vous n'aviez pas posé les questions dans le cadre du chat. Il me reste à Benoît et à moi-même à vous remercier d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé notre présentation intéressante et utile. Comme je viens de le dire, nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions ultérieures. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.